Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Salut tout le monde! Donc je profite de cette petite journée de pétole pour faire une vidéo qu'on m'a demandé sur la présentation du Sangria, le bateau en lui-même. Maintenant que j'ai un petit peu de recul, parce que j'ai une petite année de navigation avec et une trentaine de sorties. J'ai navigué avec dans du petit temps, dans du temps plus sportif. Donc j'ai pu bien le tester quand même. Et donc je vais pouvoir faire un petit retour sur le bateau lui-même, ses qualités, ses défauts, sachant que quand on est propriétaire d'un bateau, hein, on a toujours le plus beau bateau du monde. Bon, le Sangria, c'est pas le plus beau bateau du monde, ça c'est vrai. Mais c'est un très bon bateau. Et ensuite, je vais présenter aussi les aménagements, les améliorations que j'y ai apportées. Voilà, parce que ça reste quand même un vieux bateau. Et s'il est en l'état des années 70-80, bah, c'est un peu vieillissant. Voilà les installations. Alors ce bateau, eh bien, c'est un super bateau. Vendu, je crois que c'est le bateau le plus vendu, le plus diffusé, le plus vendu, je crois, à plus de 3000 exemplaires. Enfin bref, c'est énorme. Et franchement, il a rencontré du succès parce que c'était un très bon bateau pour l'époque et qui en plus était pas cher, et il a le mérite d'avoir rendu la voile accessible à plein de gens dans les années 70-80, alors que ça restait un sport ou une passion en tout cas assez huppée. Et là, tout le monde a pu avoir ce bateau-là, et beaucoup de navigateurs ont navigué sur ce bateau-là, ont eu ce bateau-là. Et franchement, les commentaires sont unanimes, et c'est ce qui m'a poussé moi à l'acheter, c'est que beaucoup de gens trouvaient que c'était vraiment un excellent bateau. Voilà. Aujourd'hui, il est resté avec ses qualités premières, c'est-à-dire qu'il rend la voile accessible à plein de gens. Et avoir un bateau de ce type, eh ben, c'est pas très cher. Voilà. On en trouve entre 2 et 5 000 euros selon l'équipement. En entretien, c'est pas excessivement cher non plus. Et il a une taille sympa pour faire des trajets côtiers et de la croisière côtière et du cabotage, parce qu'il reste assez logeable et en même temps il va mieux tenir à la mer qu'un petit bateau, tout ça. Après, il n'y a pas le même confort que les bateaux plus récents ou plus grands, forcément. Moi j'ai le modèle petit tirant d'eau, donc il existe un grand tirant d'eau qui va être peut-être plus performant, plus poussé régate. Et j'avais un peu peur du modèle petit tirant d'eau sur les performances de voile, et franchement, sachant que j'ai équipé avec des voiles neuves et tout ça, mais il n'empêche qu'il marche très très bien. J'atteins très vite 4-5 nœuds, et par contre très rarement plus de 6 nœuds. En fait il atteint vite sa vitesse de croisière de 5 nœuds quoi. Et par contre, le pousser au-delà de 6 nœuds, sans parler du courant, hein, je l'ai poussé dans du 8 nœuds avec le courant favorable, mais ça n'a pas d'importance, ce qui compte c'est la vitesse surface. C'est difficile de l'amener à plus de 6 nœuds. Donc si déjà vous cherchez un bateau qui soit capable de marcher à 12 nœuds voilà, et traverser l'Atlantique en 10 jours, et ben, c'est pas celui-là qu'il faut prendre. Par contre, j'ai été assez agréablement surpris par ses performances. Je pensais pas qu'il marchait si bien, en vérité. Son seul petit défaut sur la navigation, c'est que je pense est moins bon au près que d'autres bateaux. En gros, j'ai moins d'angle pour faire du près que certains autres bateaux. C'est lié probablement à son petit tirant d'eau. Et donc c'est vrai que au bon plein, je suis super bien, les voiles sont bien réglées. Au près serré, et ben là, j'ai moins d'angle pour faire marcher mieux le bateau. Bon, c'est pas rédhibitoire, mais c'est son seul défaut de navigation. Pour le reste, aux allures plus portantes, il marche très bien. Sous spi, il marche très bien. Dans le petit temps, il marche très bien. Et dans le temps plus soutenu, bon, je ne l'ai pas poussé à plus de force 6-7, mais il n'empêche qu'il tient encore bien. Et la prise de riz est pas si précoce que ça pour un si petit bateau. Jusqu'à force 4-5, on peut rester toute voile dehors sans aucun souci. Alors je pense que dans la houle, au près, il tape un peu, il va taper un peu, comme tous les petits bateaux. Et vu que c'est quand même une carène assez ancienne, certains bateaux vont beaucoup mieux marcher au près dans la houle. Mais c'est vrai que moi, dans mon plan d'eau, j'en ai pas forcément besoin, donc ça m'a pas gêné. Au niveau croisière, et ben c'est pas mal à 4.
voilà, ça suffit à 4, mais en famille. En famille ou avec des amis proches, parce qu'en gros, il n'y a qu'une cabine à l'avant et il y a 2 couchettes sur les côtés, dans le carré, mais rien de plus. Les bateaux plus récents, on va dire à partir de 90-2000, eux, ils vont arriver sur une taille de 7,60 m à loger une cabine arrière et faire un carré avec 2 banquettes complètement ouvertes sur un triangle à l'avant. Et là, du coup, on peut dormir à 6. Dans le Sangria, c'est impossible. Et à 2, c'est parfait. À 4, c'est du camping, c'est spartiate, mais ça peut se faire très bien. Et d'ailleurs, dans les années 70, tout le monde naviguait avec des bateaux comme ça et ça marchait très bien. Donc, on a parlé de la partie navigation et on va parler maintenant de la partie croisière. Donc c'est un bateau qui est comme ça, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que vous avez une cuisine tout en arrivant. Vous avez du coup une table à cartes qui est amovible. Hop. Donc on peut replier comme ça. Vous avez 2 places à droite et à gauche. Une cabine au fond qui est fermée avec en triangle, qui par contre celle-ci est assez grande pour un bateau de cette taille là, ok. Et ici des toilettes, voilà, tout simplement. Donc pour la croisière c'est quand même assez spartiate, hein, et ça reste du camping. Au niveau de la cuisine, on a simplement d'origine un réchaud, un évier, il n'y a pas de four, il n'y a pas de four micro-ondes. L'électricité à bord, bah, il n'y avait pas grand chose à part les feux, il n'y a pas de circuit de 120 volts, tout ça d'origine. Donc si vous voulez vous apporter un peu de confort en croisière, il faudra bricoler. Et on va maintenant parler de la partie aménagement. Ça c'est quelque chose qu'on m'a pas mal demandé en commentaire, quels aménagements j'avais apporté au bateau. Donc au niveau navigation, j'ai changé toutes les voiles. Si vous achetez un bateau ancien, il faut savoir que les voiles c'est le moteur du bateau. Donc soit vous l'achetez pas cher avec des voiles en mauvais état et vous prévoyez de changer les voiles, soit vous mettez plus d'argent pour avoir des voiles en bon état. Sachant que moi mon bateau je l'ai payé 2000 €, j'avais les voiles et le moteur, il pouvait naviguer pour ce prix là. Donc si vous n'avez pas un gros budget, vous pouvez aussi naviguer. Maintenant si vous voulez faire plus plaisir et avoir un bateau un peu plus performant, il faudra passer par là. Soit acheter déjà un bateau qui est refait un petit peu, soit acheter un bateau pas cher et faire les travaux nécessaires pour le rendre plus performant et plus sympa et plus moderne. Voilà, ok. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi comme aménagement du coup sur le bateau pour la navigation? Donc j'ai changé les voiles. Bon là on va pas les voir parce qu'il y a pas du tout de vent. J'ai refait un peu l'accastillage de pont. J'ai changé les winches. Tout ça j'ai acheté d'occasion, hein, sur le bon coin. J'ai changé les bloqueurs. Ok, bon ça j'ai pris neuf. Les bloqueurs d'origine sont des bloqueurs à canne simples, en fait ils bloquent pas très bien. Et les winches d'origine du Sangria, c'est des winches avec des winches MG là en laiton à moitié et où il n'y a pas d'étoile comme ça. C'est un système de cran ici là qui se comme ça là, tac 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 tac. Voilà pour serrer. C'est assez archaïque et ça fonctionne pas très bien. J'ai changé tous les bouts, j'ai refait tous les aménagements pour amener au cockpit toutes les manœuvres, ce qui me permet de naviguer en solitaire vraiment facilement. Je ne l'ai pas dit, mais en solitaire c'est un bateau qui se manie très facilement et qui est hyper simple et hyper sécurisant. Presque trop, parce qu'on a vraiment l'impression qu'il ne peut rien lui arriver. On compare souvent le Sangria à la 2 chevaux des mers. Moi je le comparais plutôt à un tracteur, avec cette sensation de puissance là que il se passera rien quoi. Quoi qu'il se passe, peu importe la houle, peu importe le vent, il va aller tout droit. Et du coup c'est hyper rassurant. Voilà. Alors ça on m'en a beaucoup parlé dans les commentaires aussi, un moteur avec des commandes à distance. Alors petit truc, si vous regardez cette vidéo parce que vous voulez acheter un Sangria ou parce que vous voulez acheter un bateau de cette génération là parce que tout simplement vous avez un petit budget et que si vous avez un petit budget ce sera forcément un bateau de ces années là ou alors une épave. Voilà. Donc moi perso c'est que mon avis hein, mais je préfère le hors-bord pour ces vieux bateaux. Pourquoi? Parce que un moteur inboard vieux de 40 ans, et bah, ça va être compliqué. Il va y avoir beaucoup de pannes. S'il n'a pas été refait complètement ou changé dans sa vie, il va quand même être bien à bout de souffle. Et c'est quand même beaucoup plus difficile et surtout beaucoup plus cher de changer un moteur inboard que de changer un moteur hors-bord. Un moteur hors-bord, vous allez sur le bon coin, dans les 400-500 €, vous en trouvez un super. Il suffit de l'enlever de sa chaise, vous jetez celui qui marche plus et vous prenez un autre et voilà.
et c'est terminé. Le moteur inboard, il faut faire venir un technicien, il faut sortir le bateau de l'eau pendant longtemps. Je pense que c'est une opération pour remotoriser un bateau qui doit coûter 7-8 000 €. Donc si vous êtes sur un Sangria avec un moteur inboard, réfléchissez bien, voyez le prix que vous payez et voyez l'état du moteur. Et s'il a été changé, est-ce qu'il a été bien changé? Est-ce que tout a été changé? Ou est-ce que seulement le bloc moteur a été changé mais que toutes les pièces adjacentes ont été changées? Parce que ça c'est important aussi. Parce que si vous avez un moteur neuf ou qui a 10 ans et le press et tout ça qui a 40 ans, il va forcément lâcher. Je suis plutôt adepte du moteur hors-bord pour ces vieux bateaux. Petit, bien évidemment, parce que si c'est plus grand, le moteur hors-bord ne fera pas le boulot. Sachant que moi j'ai un 9.9, 4 temps, et si selon votre zone de navigation, si vous êtes juste simplement sur des sorties de port, tout ça dans une zone centre courant, un 6 chevaux suffit, et c'est pareil sur le Bon Coin, on en trouve des pas très chers. Bon voilà, ça c'est mon avis. Si vous venez d'acheter un Sangria qui a un moteur inboard, ou que vous avez un Sangria qui a un moteur inboard depuis longtemps et qui fonctionne très bien, c'est pas la peine d'aller de suite l'enlever pour acheter un hors-bord. S'il fonctionne, il n'y a pas de souci, on s'affole pas. Mais moi voilà, ça me faisait un peu, ça m'inquiétait un petit peu d'acheter un vieux moteur inboard. Voilà. Et c'est pareil en entretien, le moteur hors-bord on le ramène à la maison, on l'hiverne tous les ans, on fait la vidange soi-même, tout ça c'est simple. Alors qu'un moteur inboard c'est quand même beaucoup plus compliqué. Du coup dans mon Sangria, moi je récupère plus de place, parce que regardez, il y a quand même un super grand coffre. Et dans ce coffre, moi je loge mon annexe roulé quoi. Donc c'est quand même hyper cool. Donc voilà pour ça. Donc au niveau de l'installation de ce moteur, j'ai mis des commandes à distance. Pourquoi? Parce que tout simplement dans le Sangria, c'est vrai qu'il y a ce coffre là dans lequel vient se loger la nourrice et tout ça, mais c'est vrai que on est très loin du moteur. Pour aller faire une manœuvre de port, aller chercher l'inverseur qui va se trouver tout là-bas, alors que la barre est ici, on a bien 1,50 m à faire et là c'est juste injouable. Donc c'est vrai que si vous avez un hors-bord, à moins d'avoir des commandes à distance, on peut rajouter une commande de barre qui viendrait ici, là comme ça. Bon, c'est un peu galère mais ça va. C'est vrai que les commandes à distance c'est pas mal. Donc en fait c'est simple à installer, hein, mais il faut que le moteur soit prévu pour. Ça coûte un peu plus cher. Donc vous avez des câbles qui partent ici et qui arrivent en fait ici là. Et c'est ça qui fait du coup l'inverseur et les gaz quoi. Et c'est vrai que ça rend vachement service, surtout dans les manœuvres de port. Enfin je trouve que c'est une bonne idée d'avoir ça. C'est cher. On va dire que si vous devez remotoriser le bateau, un 9.9 que j'ai plus les commandes à distance équipé pour, on va être autour de 4 000 € en neuf. Moi je l'ai acheté d'occasion, je l'ai acheté 1 500 €. Voilà, c'est le prix. Ça vaut toujours moins cher qu'un moteur inboard. Parce qu'un moteur inboard, ça peut plutôt être entre 5 et 10 000 € selon la main d'œuvre qu'on fait dessus quoi. Voilà, donc ça c'est pour la partie navigation. J'ai refait de l'accastillage, à peu près tout pour que ce soit clean, et les voiles et le moteur. Voilà. Au niveau de la croisière, j'ai fait pas mal de bricoles. Bon, ça on va aller un peu plus vite parce que j'ai fait une vidéo sur l'installation électrique. Donc j'ai refait toute l'électricité à bord, le circuit 220 volts et le circuit 12 volts. Donc je vous encourage à aller voir les vidéos que j'ai faites. J'ai refait les toilettes, j'ai installé des toilettes sèches par choix parce que j'avais envie tout simplement. Je vous encourage aussi pareil à aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc au niveau de la cuisine, j'ai changé du coup la cuisine. En fait initialement je pense qu'il y a des cloisons là ici. Après la configuration initiale c'est la même chose, le lavabo ici et le réchaud là-bas. Moi j'ai changé le lavabo, j'ai mis une nouvelle planche, j'ai changé le réchaud. J'ai une pompe à main là pour le lavabo. Ici comme ça. Voilà, bon, ce qui rend plus moderne, ça reste quand même très spartiate, hein, encore une fois. Et par contre ce que moi j'ai fait, j'ai installé la vache à eau dans le placard là, qui est sous l'évier, avec la nable ici. On peut la mettre à l'extérieur, mais moi ça m'embêtait un peu parce que je trouvais que ça faisait faire un gros trou dans le bateau, il fallait faire de l'étanchéité, tout ça juste pour de l'eau. Et en plus de ça, ça rajoutait du tuyau à faire passer à droite à gauche, donc j'ai choisi de le mettre là. Ça vaut ce que ça vaut, mais au moins voilà, je fais le plein comme ça, c'est pas très compliqué. Avec mon système, je mets pas de l'eau partout et c'est pas mal. Voilà. Autre chose que j'ai changé, et ça c'est assez important dans le Sangria, c'est pour ça que je vous en parle, vous voyez, j'ai mis
hop, l'évacuation là qui arrive sur une vanne qu'on peut fermer. Et ça, c'est pas du tout le système d'origine. Initialement, il y a un simple tuyau d'arrosage qui va là, qui passe dans un trou ici, je sais pas si on verra le trou, qui passait dans les coffres comme ça, et qui rejoignait le vide-vite, ici, via un T, légèrement au-dessus de la ligne de flottaison, mais en fait, j'avais des entrées d'eau à chaque fois à la gîte avec ce système. À la gîte, en fait, ça se remplissait et ça arrivait dans l'évier. Et comme l'étanchéité à ce niveau-là n'était pas super, j'avais toujours de l'eau dans les coffres qui rentraient par là, je comprenais pas. Et en fait, ça venait de là. C'est complètement inaccessible, on peut à peine passer les doigts. Il y a l'impossibilité de mettre une vanne. Et du coup, à la gîte, c'est logique, hein, l'eau se remplit. Et c'est pas un très bon système. Et en plus de ça, ça se vidait pas très bien, l'évier se vidait pas très bien. Et depuis que j'ai fait cette installation qui est plus conventionnelle, hein, sur tous les bateaux, c'est comme ça, normalement, et ben ça fonctionne très bien. Donc ça, c'est pareil. Ce système du vide-vite initial à revoir sur le Sangria. Il n'y a pas grand chose à revoir sur ce bateau. Mais ça, c'est dangereux. C'était dangereux et surtout pas très bien pensé. Au niveau équipement, donc je l'ai équipé en semi-hauturier. Donc ça, c'est pareil, j'ai fait une vidéo dédiée. Et bien, je me suis équipé au niveau électronique d'un pilote auto. Donc ce Simrad TP10. Il est équivalent au ST1000. Hein. En gros, les deux, je ne sais pas lequel est le mieux. Il faut regarder les tests sur le net, mais il fait le boulot. Peut-être que le TP20 aurait pu être un peu plus performant pour le bateau, mais moi j'ai jamais vu de problème avec le pilote. Voilà. Hormis au portant où il barre pas bien, mais je suis persuadé que l'autre pilote barrerait pas. Voilà. Donc moi, pour l'usage que j'en ai, c'est-à-dire que du maintien de cap, il suffit amplement. Ensuite, du coup, je me suis équipé d'un combiné sondeur GPS que j'ai encastré ici. Ça me permet de l'avoir du cockpit. Donc ça, c'est assez intéressant parce que c'est vrai que quand on est dans une zone un peu mal pavée, devoir descendre à la table à cartes, tout ça, surtout que c'est un petit écran. Alors là, pareil, hein, ça c'est le LX5 de Meebird. Plus la taille de l'écran est grand, plus c'est cher. Voilà. Moi, je trouve que c'est une bonne taille pour un voilier parce que comme il y a les écoutes qui passent, si vous prenez le LX7, il doit être grand comme ça. LX7 ou équivalent, peu importe, ça n'a pas d'importance. Mais voilà, après il y a les écoutes qui viennent raguer contre l'écran et tout ça. Et moi, plus il était petit, mieux c'était. Voilà. Et ensuite, j'ai une VHF Navicom RT550. Voilà, c'est pareil, ça fait le boulot. Elle fait AIS, donc j'en ai parlé dans la vidéo sur l'armement électronique. Et voilà, et c'est uniquement le seul électronique que j'ai à bord. L'intérêt d'avoir aussi le combiné sondeur GPS, c'est qu'on n'a qu'une seule dépense d'énergie. Si on a sondeur et GPS, bah, ça fait deux et du coup ça consomme quasiment le double d'énergie. Voilà, c'était la présentation du Sangria, ainsi que l'équipement que j'ai rajouté, les aménagements divers et variés que j'ai fait, j'en oublie sûrement. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un super bateau, c'est clair, qu'il est pas cher, qu'il peut vraiment encore très bien naviguer. Il faut être vigilant parce que ça reste un bateau de 40 ans, donc on n'aura pas le même confort qu'un bateau des années 2010 et on n'aura pas l'accastillage qui va bien. Voilà, on aura un accastillage de base qui est plus désuet, donc il faudra rajouter un peu de sous pour changer l'accastillage et ça chiffre assez vite. Quand vous achetez un bateau ancien, on essaye de réfléchir à tout ça en amont. Il vaut mieux mettre 1000 € de plus dans un bateau qui est déjà bien équipé que 1000 € de moins et devoir mettre 3 ou 4000 € d'équipement. Voilà, c'est tout. Salut tout le monde, à bientôt.